Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits marquants. Important don alimentaire des Djiboutiens aux populations somalilandaises touchées par la sécheresse. Et à Gaza, 30 morts en 8 jours d'affrontement. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette remise aujourd'hui d'un important don alimentaire au Somaliland. Ce don donc d'une valeur de 100 millions de nos francs est destiné à couvrir les besoins alimentaires d'environ 10 360 familles affectées par la sécheresse. Ce don de solidarité qui a suscité un élan de solidarité de la part des Djiboutiens qui ont volontairement contribué donc pour venir en aide à leurs frères somalilandais durement touchés par la sécheresse. Il s'agit notamment des populations habitant toute la côte qui s'étend de Barisle jusqu'à Berbera. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin au poste frontalier de l'Oeada entre les autorités somalilandaises et djiboutiennes. Les autorités somalilandaises étaient représentées par le ministre de la Justice et le directeur somalilandais chargé des stocks alimentaires stratégiques, Faisal Ali. Cette aide alimentaire qui se compose principalement de riz, farine, sucre, dattes, huile a été chargée à bord de 44 camions gros porteurs qui ont aussitôt pris la voie du Somaliland. Et le directeur général de l'EDD, Jamal Guélé, qui s'est dit donc heureux d'avoir pu regrouper en un laps de temps très court une aide alimentaire pour plus de 10 360 familles qui ont été donc durement touchées par la sécheresse. Cette aide a été transportée à bord de 44 camions en direction du Somaliland. Et le député Ali Abdi Farah a notamment précisé que ce regroupement de cette aide a pris environ 17 jours, une aide qui permettra, a-t-il dit, de soulager le peuple somalilandais victime de sécheresse. Il a en outre saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a exhorté les contributeurs djiboutiens à venir en aide au Somaliland. Et le directeur somalilandais chargé des stocks alimentaires stratégiques, Faisal Ali, a tout d'abord remercié le chef de l'État et le peuple djiboutien pour ce don. Quant à nous, a-t-il dit, nous allons acheminer et redistribuer cette aide aux ayants droit victimes de sécheresse. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, accompagné de notre ambassadeur en Allemagne, Aden Mohamed Dilleta, et du directeur du CERD, Jalaluddin Mohamed, a effectué du 3 au 6 avril 2018 une visite de travail en Allemagne. Cette visite fait suite à la visite à Djibouti en février dernier d'un groupe d'experts et responsables allemands désireux donc nouer un partenariat et de se projeter dans le futur en explorant donc les nouvelles pistes de financement pour mieux répondre aux besoins dans le domaine scientifique tels que la géothermie, la nouvelle technologie, l'ingénierie, entre autres. Au cours de cette visite, la délégation ministérielle a eu l'occasion de visiter les compétences scientifiques et technologiques des laboratoires du grand plan du centre de recherche allemand qui est spécialisé en physique, ingénierie, génie électrique, génie civil, en informatique et en économie de l'information avec environ 22 500 étudiants et 9 000 employés. Retour à Djibouti avec cette visite de la ministre de la Femme et de la Famille à Abaitou dans la région de Dikil. L'invité de marque et sa délégation sont arrivés tôt hier matin donc dans la ville de l'Unité où elles ont été accueillies par les autorités locales, notamment le préfet de Dikil, Mohamed Cheko Hassan, le vice-président du conseil régional, Eibo Mohamed, ainsi que les représentants de la communauté dikiloise. La délégation ministérielle a tout d'abord visité les périmètres agricoles aménagés par 60 femmes d'Abaitou, réunies en association qui n'ont pas manqué d'enthousiasmer les visiteurs, comme l'a expliqué le chef de village d'Abaitou, Ali Guélé. Ces dernières se sont lancées dans cette entreprise suite à la réalisation d'un forage fonctionnant à l'aide d'un groupe électrogène grâce à l'appui financier du Fonds cohésien pour l'alimentation en eau potable. Il a fallu donc
6 mois à ces femmes pour déblayer le terrain au sommet d'une colline et cultiver ainsi un terrain de 2 hectares reparti en 30 parcelles de 300 mètres carrés chacun. Et pour plus ample explication à cet effet, je vous propose de suivre à présent l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille qui s'est exprimée en ces termes. Effectivement, le déplacement en valait la peine. Nous sommes arrivés dans un village qui est très rocheux et où il se trouve un espace de 2 hectares cultivé. Cultivé grâce à la force, l'énergie, la volonté, la détermination des femmes qui sont arrivées à ramasser pierre par pierre et à planter ce que nous avons pu voir, des betteraves, des oignons, des carottes, de la pastèque, du melon, des aubergines, des choux. Vraiment, c'est un travail formidable, fort louable et qui mérite le déplacement. Cela démontre que le message et la volonté du chef de l'État ainsi que de la Première Dame de croire à la femme djiboutienne pour qu'elle puisse contribuer à son développement, son épanouissement et son bien-être n'est pas voué à l'échec. N'est pas voué à l'échec car ce sont des communautés certes pas instruites, vivant dans un village isolé, mais qui ont cru en eux d'abord, en leur gouvernement, en leurs dirigeants et en leur pays, et sont arrivés à aménager un périmètre agricole qui en vaut la peine. Certes, ils rencontrent de la difficulté pour pouvoir cultiver comme il se doit, mais difficulté qui est surmontable grâce à l'appui du gouvernement. Il y a des choses qui pourront être faites par le ministère de la Femme et de la Famille avec l'étroite collaboration de l'UNFD, mais effort qui va être complété et continué avec l'appui des ministères techniques tels que le ministère de la Culture. Moi je dirais, j'ai un message à transmettre aux femmes de cette localité. Croyez en vous, continuez l'effort que vous avez fait et je pense que vous serez un modèle dont on en parlera d'ici quelques années à Djibouti, mais je pense dans le monde. Eh bien justement, cette même délégation s'est ensuite entretenue avec les représentants de la communauté d'Abaïtou pour s'enquérir sur leurs besoins. Et quelques participants ont pris la parole tour à tour, remerciant la ministre de la Femme et de la Famille d'avoir répondu à leur invitation. Les doléances soumises comprennent essentiellement le besoin d'un 2e forage, son équipement en panneaux solaires ou encore la prise en compte des habitants de leur village dans le cadre du programme Filet social lancé par le secrétariat d'État à la solidarité. La ministre a fait part aux participants qu'elle a pris note de leurs doléances en indiquant que son département, en collaboration avec les autres départements ministériels et l'appui des partenaires au développement, ferait tout leur possible pour leur apporter donc des réponses adéquates. Et un atelier de sensibilisation au profit des handicapés de la région s'est tenu jeudi à Mabla en vue de soutenir les personnes handicapées en leur octroyant notamment des prothèses. L'organisation de cet atelier a été appuyée par les autorités de la région et le président du réseau a remercié donc pour leur soutien ces personnes souffrant donc d'un handicap. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. On commence par le Mali, où un casque bleu nigérien tué à la suite d'une attaque à Gao. Pour nous en parler plus de précision avec nous, Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous. Effectivement, donc cette nouvelle a été annoncée donc à la suite d'une attaque à Gao, principale ville du nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Il a ensuite été précisé que ce casque bleu était de nationalité nigérienne. La MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, est actuellement en mission donc de maintien de la paix de l'ONU, la plus coûteuse en vie humaine. Elle a perdu plus de 160 casques bleus, dont 102 dans des actes hostiles, soit plus de la moitié donc des soldats de l'ONU tués sur cette période dans le monde. Le nord du Mali était tombé, rappelons-le Fardous, en mars-avril 2012 sous la coupe
de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été donc en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée donc en janvier 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit actuellement. Et à Gaza, donc, dans ces affrontements de 8 jours, qui durent 8 jours, 30 personnes ont perdu notamment la vie. Et malgré donc les appels au calme, la situation Fardous s'est encore aggravée donc hier à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. En 8 jours, 30 Palestiniens ont été tués effectivement depuis le déclenchement des manifestations en mémoire des Palestiniens chassés de leurs terres après la création d'Israël en 1948. Vendredi donc hier, 9 Palestiniens dont un adolescent et un journaliste ont été tués par des soldats israéliens. Plus de 400 manifestants auraient également été blessés par balles ou par des tirs de gaz lacrymogène. Et le bilan actuel Fardous des affrontements est le plus sanglant depuis la dernière guerre entre Israël et le mouvement Hamas, c'était en 2014. Et en Syrie, donc, Ahmed, frappe aérienne meurtrière sur la dernière poche rebelle près de Damas. Et c'est le régime syrien Fardous donc, qui a repris son déluge de feu dans la Ghouta orientale pour faire plier le dernier groupe rebelle qui lui résiste, menant aujourd'hui de nouveaux raids aériens meurtriers contre l'ultime poche insurgée aux portes de Damas. Le pouvoir de Bachar al-Assad a déjà reconquis 95% des territoires insurgés dans la Ghouta orientale à la faveur d'un pillonnage meurtrier initié le 18 février, mais aussi d'accords d'évacuation parrainés par son indéfectible allié russe. Et pour la première fois depuis 10 jours, le régime a repris hier ses raids aériens contre la ville de Douma, tenue par les rebelles de Jaish al-Islam, dernière faction qui se maintient dans la Ghouta et qui semble rejeter toute sortie. 8 civils Fardous ont péri donc aujourd'hui dans des frappes selon l'OSDH, alors que la veille, les raids sur Douma ont tué au moins 40 civils, dont 8 enfants, d'après la même source, et montrant donc des colonnes de fumée blanche surplombant un paysage urbain de dévastation. La télévision d'État syrienne diffuse en direct le pillonnage de Douma. Et le Texas et l'Arizona vont déployer des troupes à la frontière avec le Mexique. Alors c'est le Texas et l'Arizona effectivement qui ont fait vouloir donc hier qu'elle prévoyait de déployer 400 soldats de la garde nationale dans les 3 prochains jours à la frontière mexicaine. La garde nationale du Texas qui a déjà envoyé 2 hélicoptères Lakota le long de sa frontière avec le Mexique dit vouloir envoyer quelques 250 soldats en 72 heures. Donald Trump qui avait annoncé donc jeudi le déploiement de 2000 à 4000 militaires qu'il garderait probablement sur place ou au moins une grande partie jusqu'à ce que le mur qu'il a promis pendant sa campagne présidentielle de 2016 soit construit. Alors si 4000 hommes venaient effectivement à être déployés Fardous, cela représenterait environ le double de la présence américaine en Syrie et la moitié de celle en Irak. La frontière américano-mexicaine, rappelons-le, s'étend sur plus de 3100 km, dont 1 millier dispose déjà d'un mur. Et ce tragique accident de la route au Canada qui a décimé toute une équipe de hockey. Une collision effectivement entre un bus transportant une équipe de hockey et un semi-remorque a fait 14 morts. Et ces personnes donc ont péri hier dans la province, dans l'ouest du Canada, dans un accident entre un camion et une équipe de jeunes hockeyeurs qui se rendaient à un match régional selon la police. Et la collision entre le bus et le semi-remorque Fardous qui s'est produite sur une autoroute environ 28 km au nord de l'État. 14 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Au total, 28 passagers étaient à bord du bus. Le bus transportait une équipe junior de hockey. Il s'agit donc Fardous d'une équipe surnommée les Broncos de la ville de Humboldt dans le centre du Canada qui se rendait à un tournoi. L'équipe donc est composée de 24 joueurs, tous canadiens âgés de 16 à 21 ans. L'accident a suscité Fardous une intense émotion dans un pays où le hockey sur glace est une passion nationale. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a exprimé également sa tristesse. Merci Ahmed pour ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.